Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, merci d'avoir accepté cette invitation, cette demande d'interview de TV5 Monde. C'est un grand plaisir. Nous sommes ici dans la salle du Conseil des Nations Unies de Genève. Ce lieu, c'est là où était créée la SDN, la Société des Nations. Alors autrefois, les nations se réunissaient pour parler de la manière dont on pouvait construire la paix. Aujourd'hui, on se réunit pour parler du climat. Pour vous, le climat, c'est devenu la mère de toutes les batailles? C'est la question essentielle à laquelle nous faisons face. C'est la menace la plus grave que notre planète souffre en ce moment. Et c'est une bataille que nous ne sommes pas en train de gagner. Le climat, le changement climatique est en train de courir plus rapidement que nous. Et il y a ce paradoxe. On voit la situation de pire en pire. Il y a de plus en plus des tempêtes, et des tempêtes plus graves, avec des conséquences plus dévastatrices. Nous voyons la sécheresse qui progresse énormément, notamment en Afrique. D'ailleurs, facteur aussi de migration. On voit ce qui se passe dans l'Arctique, on voit ce qui se passe dans les glaciers. Nous sommes ici tout près des glaciers. Et en même temps, la volonté politique n'est pas suffisante. C'est-à-dire les choses sont pires qu'on le prévoyait, mais la volonté politique est bien moins importante qu'elle devrait être, surtout après Paris. À Paris, on a déterminé des objectifs très clairs, mais on a aussi pris des engagements de réduction des émissions, des engagements pour réduire le changement climatique. Ces engagements n'étaient pas suffisants pour atteindre les objectifs. Croissance d'1,5 maximum de degrés. Aujourd'hui, on sait qu'il faut être à 1,5 degré en fin de siècle. Mais les engagements pris à Paris, même s'ils étaient complètement respectés, nous mèneraient encore à plus de 3 degrés, c'est-à-dire à une catastrophe. Mais malheureusement, même ces objectifs, même ces engagements ne sont pas en train d'être respectés. Et nous croyons qu'il faut non seulement respecter les engagements de Paris, mais qu'il faut maintenant, en 2020, quand ces engagements seront renouvelés, être bien plus ambitieux dans la réduction des émissions, bien plus ambitieux dans l'adaptation, parce qu'il y a des sociétés qui souffrent énormément déjà, bien plus ambitieux aussi du point de vue du financement. Mais vous qui êtes secrétaire général des Nations Unies, vous savez à quel point il est difficile de mobiliser les nations, de mobiliser les hommes politiques, de mobiliser les présidents, les premiers ministres. Quel est le levier? Sur quoi on peut appuyer pour qu'à un moment, les gens comprennent qu'il faut vraiment faire quelque chose? Parce que tout le monde est d'accord pour parler de réchauffement climatique. Je fais confiance à la société civile et à la jeunesse. Vous avez vu la manifestation extraordinaire des jeunes qui ont fait la grève en faveur de l'action climatique, contre le changement climatique. Je vois la société civile qui gagne conscience, le monde de la science qui est clair. Et on voit de plus en plus les entreprises, les villes, les provinces qui prennent des décisions et qui veulent à tout prix garantir qu'on puisse gagner cette bataille. C'est les gouvernements qui sont encore plus hésitants, parce que du point de vue même du secteur privé, on voit des engagements très intéressants qui se développent. Et d'ailleurs, la technologie est de plus en plus en notre faveur. Aujourd'hui, produire de l'électricité basée sur les énergies renouvelables est plus bon marché que le charbon ou le pétrole. On voit que les voitures électriques sont les voitures du futur. On voit de plus en plus des mécanismes qui vont permettre que l'économie verte soit la meilleure économie, pas seulement du point de vue écologique, mais aussi du point de vue économique. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup d'espoir. Les gouvernements restent réticents. Il n'y a pas encore suffisamment le prix du carbone dans nos économies, ou bien par des impôts, ou bien par des mécanismes d'échange. Nous avons encore des trillions de subsides aux combustibles fossiles. Alors, les gouvernements perdent de l'argent, les déficits augmentent, parce qu'on donne des subsides aux combustibles fossiles. C'est absolument irrationnel. Il y a encore, malheureusement, trop de centrales à charbon, et c'est la raison pour laquelle on demande que de 2020 vers la fin du siècle, il n'y ait plus de nouvelles centrales à charbon. On vous sent extrêmement convaincu par cette question du climat, mais pour vous, ce n'est pas trop tard, on peut encore l'éviter, la catastrophe? Ce n'est pas trop tard, nous sommes à temps.
Mais il faut agir rapidement et il faut agir en profondeur. Il faut des transformations du point de vue énergétique, des transformations du point de vue industriel, des transformations du point de vue agricole et des transformations du point de vue de la mobilité. Mais ces transformations sont possibles, la technologie est là, l'argent est là, les initiatives privées sont là. Ce qu'il nous faut, c'est le courage des gouvernements et surtout, non seulement qu'ils prennent des décisions en matière financière, mais qu'ils prennent des décisions créant les mécanismes régulatoires qui puissent favoriser l'économie verte. Quand on voit justement le président américain Donald Trump qui a décidé de sortir des accords de Paris, quand on voit Jair Bolsonaro qui, pareil, nie cette question climatique, vous n'avez pas l'impression qu'on fait plutôt le chemin inverse? Est-ce que c'est quelque chose d'important ou est-ce que vous vous dites finalement c'est au niveau fédéral que ça se joue aux États-Unis? Finalement, les décisions de Donald Trump, elles ne sont pas forcément suivies dans tous les États. Ce sont naturellement des décisions importantes, mais aux États-Unis, en particulier, je fais confiance à l'énorme dynamisme du secteur privé, de la société civile et des villes. Je vois d'ailleurs à New York un engagement très fort de la ville vis-à-vis l'économie verte et je crois que ce mouvement, dans une économie qui est très décentralisée et qui est une économie de marché complètement ouverte, cet engagement et ce mouvement de la société civile, de la communauté des affaires et des pouvoirs locaux et régionaux, je crois que cet engagement nous permettra de surmonter le fait que ce gouvernement et d'autres gouvernements soient encore hésitants en matière de climat. Vous nous avez parlé de la jeunesse. Vous pensez que la jeunesse, elle peut être plus forte que les 20 et quelques COP, conférences sur le climat, qui ont déjà eu lieu et qui finalement souvent accouchent de souris, comme on dit? En tout cas, on a réussi à Katowice d'approuver le plan d'action de l'accord de Paris. On pensait que la conférence des partis, comme on l'appelle, où tous les gouvernements sont présents, où il faut l'unanimité, c'est une des difficultés de cette procédure. En tout cas, on a réussi à Katowice, contre beaucoup de prévisions négatives, à approuver le plan d'action qui permet la concrétisation de l'accord de Paris. Mais ce sont des règles. Et plus important que les règles sont les engagements, c'est la réduction des émissions. Elles sont non contraignantes de surcroît. Mais là, c'est pour ça que je dis, il nous faut des engagements plus forts de la part des gouvernements et de la part des autres acteurs pour réduire les émissions d'une façon qui puisse permettre la neutralité en carbone en 2050. C'est ce que la communauté scientifique nous dit qu'il faut faire pour arrêter l'augmentation de la température à 1,5 degré en fin de siècle. Il y aura déjà des conséquences graves, mais en tout cas, on pourra éviter le pire. On peut le faire, c'est scientifiquement possible, c'est économiquement possible, il faut la volonté politique. Justement, 3 ans après la conférence de Paris, pour vous, il faut une nouvelle conférence pour que les gens tiennent leur engagement, il faut aller au-delà. Bon, nous allons faire un sommet. Et le sommet, l'objectif du sommet, c'est de mobiliser, en septembre, et de mobiliser la volonté politique des gouvernements, parce que nous savons que la société civile est avec nous. Mais je crois qu'il ne faut pas une autre conférence de Paris. Il faut maintenant que, quand les gouvernements présentent en 2020 les nouveaux engagements, ces engagements soient exactement en ligne avec ce qu'il faut faire pour que, finalement, en fin de siècle, les températures n'augmentent plus qu'1,5 degré. Et ça veut dire exactement ce que j'ai dit, qu'on puisse atteindre la neutralité en carbone en 2050. Ce sommet, vous attendez Donald Trump, vous attendez Jair Bolsonaro, vous attendez le président français Macron? Probablement ceux qui ne sont pas en faveur de l'action climatique n'y seront pas. Ceux qui sont en faveur, je crois qu'ils y seront et je compte beaucoup sur leur engagement. On voit toute la difficulté quand même de cette question d'adapter l'économie au climat, au changement climatique. En France, par exemple, la crise des Gilets jaunes a été déclenchée par la fameuse taxe carbone qui devait être imposée sur l'essence, le diesel. Comment on arrive à résoudre cette équation? Je ne parle pas d'introduire une taxe carbone. Je parle de faire un changement, de réduire les taxes sur les salaires et d'introduire une taxe sur le carbone. Si les gouvernements font les choses de cette façon, la majorité de la population va comprendre qu'elle va gagner de l'argent. Alors, à mon avis, il faut conduire les mesures d'une façon qui puisse aussi reconnaître les réticences, les problèmes de quelques secteurs. Et une autre chose qu'il faut aussi faire,
il y aura l'économie verte et l'économie du futur. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, comme j'ai dit, l'électricité produite par les énergies renouvelables est plus bon marché. Tout le monde le sait. Mais c'est vrai qu'il y aura des secteurs d'activité qui vont perdre. Alors, il faut aussi des politiques sociales, des politiques d'emploi, des politiques d'éducation, de formation, pour que tous ceux qui seront négativement affectés par cette transition puissent avoir aussi une préoccupation spéciale des États pour garantir le futur. C'est ce qu'on appelle une transition juste. Alors, il faut en même temps être très ferme face aux besoins de l'action climatique et reconnaître qu'il y aura des secteurs de population qui pourront souffrir et avoir aussi une attitude positive vis-à-vis de la solution des problèmes de ces gens-là qui seront affectés. Je crois qu'il y a une grande erreur qu'on a eue, par exemple, en matière de globalisation. On a dit la globalisation c'est fantastique, la globalisation sera positive globalement, et c'est vrai, la richesse a augmenté, aujourd'hui on vit plus d'années, il y a moins d'enfants qui meurent. En vérité, l'écrasante majorité a bénéficié, mais il y a des secteurs qui ont perdu. Il faut que ces secteurs sentent qu'ils sont aussi dans nos préoccupations et que nous nous préoccupons non seulement avec le changement climatique, nous nous préoccupons aussi avec les besoins des gens qui seront affectés par l'action climatique. Il y a deux théories. Il y a la théorie de la décroissance et la théorie de la croissance verte. Vous croyez, c'est quoi votre credo ? Il faut décroître, il faut faire décroître cette économie. Est-ce qu'on peut vraiment lutter contre le changement climatique en continuant de croître, même si c'est de façon verte ? L'économie verte crée énormément de travail. Si on voit les possibilités énormes par exemple aux États-Unis, aujourd'hui, il n'y a plus d'emplois dans la production d'électricité par le vent et par le soleil que dans la production d'électricité. Notamment au Texas, qui est pourtant un pays pétrolier. Le charbon et le pétrole. Alors, c'est évident que l'économie verte est aussi une opportunité, et une opportunité du point de vue de la croissance et du point de vue de l'emploi. Je voudrais qu'on parle de l'Afrique, qui va certainement être le continent qui sera le plus impacté par le dérèglement climatique. Récemment, vous avez dit qu'il faut faire plus, il faut faire davantage pour ce continent africain. Comment on explique, en fait, à l'Afrique, aux pays en voie de développement, mais aussi aux émergents, que finalement le monde occidental s'est développé avec les énergies fossiles et qu'aujourd'hui, il va falloir qu'il se développe sans ces énergies fossiles ? Bon, premièrement, en démontrant qu'ils peuvent avoir un processus de développement plus vert avec des bénéfices économiques en plus. C'est-à-dire, on ne va pas leur demander le sacrifice de leur développement, on va leur dire il y a un développement vert qui, pour vous-même, pourra être mieux que le développement traditionnel. On peut brûler des étapes. Mais deuxièmement, il faut de la solidarité vis-à-vis de ces pays. Il faut les appuyer aussi du point de vue de l'adaptation. Quoi qu'il arrive, l'Afrique est déjà en train de souffrir les effets des changements climatiques, par la sécheresse ou par les tempêtes. Il faut que, surtout les pays développés, puissent investir dans l'appui aux pays africains pour augmenter sa résilience et sa capacité de résister aux effets négatifs qui existent déjà en matière de changement climatique. Et ça, c'est une question qui n'est pas une question de générosité, c'est une question de justice et c'est une question d'intérêt mutuel. Si on voit le Sahel, le drame du Sahel se traduit par des centaines de milliers de personnes qui essaient de venir vers l'Europe, ce qui beaucoup de pays européens ne veulent pas. Et je ne vais pas entrer dans ce débat. Mais en même temps, le Sahel voit le terrorisme progresser. Et une des raisons qui favorise et la délocalisation des gens et la progression du terrorisme est la désertification accélérée par le changement climatique. Alors, lutter contre le changement climatique, c'est aussi lutter pour garantir moins de mouvements de population et pour garantir plus de sécurité qui finalement nous bénéficie à nous tous. Aujourd'hui, comme vous le savez, le terrorisme est un phénomène universel. On ne peut pas dire qu'il y a le terrorisme dans un coin, il n'y a pas dans les autres. Non, le terrorisme est universel. Lutter contre le terrorisme au Sahel et lutter contre le terrorisme en Europe. Et éviter le changement climatique, ça réduit les chances du terrorisme au Sahel et ça réduit les chances du terrorisme partout dans le monde. Quand vous le dites à ceux qui décident, vous avez l'impression d'être entendu ?
Ah, mais sans aucun doute. Regardez les mouvements énormes de l'opinion publique, de la société civile partout dans le monde. Ce qui est de plus en plus difficile, c'est à ceux qui résistent au besoin de faire de la lutte contre les changements climatiques la priorité fondamentale. Ceux qui essaient de lutter contre ça sont ceux qui ont de plus en plus de difficultés à se faire entendre. Et c'est pour ça qu'ils utilisent les leviers du pouvoir, mais pas la capacité de convaincre les opinions publiques. Justement, nous sommes ici au Bureau des Nations Unies, car il se tient une réunion internationale sur les risques de catastrophes. Des risques de catastrophes qui risquent justement, à cause de ce dérèglement climatique, de devenir systémiques, c'est-à-dire de plus en plus fortes, de plus en plus importantes, de plus en plus constantes. Vous, au niveau des Nations Unies, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus, de mieux, que vous n'avez pas déjà fait? Bon, on a un programme ici très important pour appuyer la résilience des pays. Il y a eu à Sendai, au Japon, une conférence très importante où on a pris des engagements et nous sommes en train d'essayer de mobiliser un maximum de ressources pour l'appui à l'adaptation. Et l'adaptation, c'est exactement ça. C'est créer des conditions pour réduire les risques. La Banque mondiale vient d'annoncer qu'elle double dans les 5 années à venir les montants pour l'action climatique à 400 milliards. Et de ces 400 milliards, 200 milliards seront vers l'adaptation, exactement la réduction des risques. La même chose avec la Banque africaine de développement, à un niveau plus bas, mais dans la même logique. Et de plus en plus, on dit qu'il faut du financement pour l'action climatique, et ce financement doit en même temps s'adresser à la réduction des émissions et à l'appui aux pays qui en ont besoin pour mieux se préparer pour les catastrophes naturelles qui sont déjà malheureusement inévitables. On a eu toujours des catastrophes naturelles, mais maintenant elles deviennent plus fréquentes, plus intenses et avec des conséquences humanitaires plus catastrophiques. La Chine est en train de devenir finalement une pionnière en matière de lutte contre la pollution. La Chine a déjà encore un long chemin à parcourir, mais il faut reconnaître qu'ils sont en train de correspondre à les engagements pris à Paris. Et j'ai pu constater à Katowice que la Chine jouait pas un rôle d'un pays qui défend ses intérêts, mais un rôle d'un pays qui essaie de faire le pont entre notamment les pays développés et les pays en développement pour garantir les compromis nécessaires à l'accord que finalement on a obtenu. Je voulais revenir sur une question un peu plus personnelle. Cette interview, vous l'accordez à TV5 Monde, vous parlez un français absolument impeccable. Où est-ce que vous l'avez appris, ce français, et quel est votre rapport avec la France et avec le français? Au lycée à Lisbonne, j'ai eu un très bon professeur de français, et après j'étais à Genève, ici, quelques années, même si malheureusement, dans la Genève internationale, aujourd'hui, on parle plus d'anglais que de français. Et c'est une chose d'ailleurs qui est très importante pour moi, c'est la promotion du multilinguisme. Parce que la langue n'est pas seulement une question d'expression que chacun a dans sa propre langue. Non, la langue est associée à la pensée, est associée à la culture. Les traductions sont quelquefois très difficiles. Traduire la poésie n'est pas facile du tout. Et garantir que tout le monde puisse s'exprimer dans leur langue, c'est quelque chose de très important dans les organisations internationales. Et malheureusement, on assiste de plus en plus à une uniformité avec l'anglais que je crois qu'il nous faut combattre. Nous revenons ici à Genève. Vous avez travaillé au HCR pendant des années. C'est une ville importante pour vous. L'HCR a été l'expérience la plus riche de ma vie. C'est fantastique. Naturellement, c'est terrible en même temps de regarder des réalités affreuses de souffrance des gens, mais c'est fantastique de pouvoir consacrer une dizaine d'années à faire de notre mieux pour aider ces gens-là, pour qu'elles souffrent moins, pour qu'elles soient mieux protégées et surtout pour essayer d'éviter leur drame. Vous dites que c'est une des expériences les plus riches. Qu'est-ce qu'elle vous a appris? C'est une expérience d'une énorme richesse et c'est surtout le courage et la résilience de ces populations qui est une leçon pour nous tous. Elle vous a transformé, cette expérience au HCR? Elle a très nettement renforcé les convictions les plus profondes que j'ai. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général, de nous avoir accordé cet entretien. Merci.